Au début régnaient les ténèbres. Et soudain, le Big Bang a donné naissance à des éléments dont l'expansion est infinie. Le temps, l'espace et la matière. Chaque jour, de nouvelles découvertes éclairent les mystères stupéfiants et mortifères de cet endroit que nous appelons l'univers. Dans l'espace intersidéral, elles sont sous nos yeux et nos oreilles. Elles explorent les plaines martiennes, les geysers des satellites de Saturne et la surface flamboyante des étoiles lointaines. Ce sont les sondes spatiales, des robots qui remplacent l'humanité au milieu des étoiles. Elles peuvent se rendre dans des endroits qui nous sont inaccessibles. Les sondes spatiales explorent tout le système solaire. Elles nous envoient des données qui bouleversent toutes nos connaissances. Si l'on trouvait une autre forme de vie quelque part dans notre galaxie, ce serait l'une des plus grandes découvertes de toute l'histoire de l'humanité. Les sondes heurtent de plein fouet les comètes gelées, photographient les confins de l'univers et cherchent des planètes dans d'autres systèmes solaires. Nous vivons l'âge d'or de la recherche et il se pourrait que nous découvrions une planète comparable à la Terre. Une nouvelle génération d'explorateurs robotisés est en train de redéfinir la galaxie. Voici les secrets des sondes spatiales. En ce moment même, à des millions de kilomètres de la Terre, l'homme échantillonne, mesure, photographie et aspire la poussière et les gaz d'autres mondes. Mais il ne le fait pas en personne. L'environnement spatial est un milieu très hostile pour l'homme. On y trouve des températures extrêmes, des vides extrêmes, des champs de haute radiation, toutes sortes de contextes dangereux pour la vie humaine. Nos yeux et nos oreilles ont des émissaires robotiques, envoyés en mission pour découvrir les secrets du système solaire et de mondes plus lointains. Ce sont les sondes spatiales, construites pour survivre à l'atmosphère hostile et au monde périlleux auquel l'humain ne pourrait faire face. Nos missions spatiales peuvent survivre dans ces environnements difficiles et nous permettent d'aller dans des endroits dont on ne rêvait même pas. Certaines sondes, comme le télescope spatial Hubble, flottent en orbite autour de la Terre. D'autres, comme Deep Impact en 2005, sont envoyées en mission kamikaze et transportent des sondes satellites qui s'écrasent sur des comètes. D'autres encore sont envoyés pour découvrir les secrets de planètes comme Mars, Jupiter, Saturne ou de leurs lunes. Elles les photographient, analysent leurs orbites, puis se posent en surface pour récolter des échantillons. Nos sondes sont surtout utilisées pour répondre à des questions fondamentales sur la composition de la planète, son atmosphère et les processus géologiques. Comment sont constituées des planètes à la fois similaires et différentes de la Terre? Y trouve-t-on des formes de vie? La recherche de formes de vie dans d'autres mondes a débuté il y a plus de 2000 ans, lorsque les astronomes grecs ont commencé à observer les planètes. Au XXIe siècle, l'humanité est enfin prête à découvrir la vérité. Envoyer des sondes dans le système solaire ou au-delà est un objectif très ancien. Pour cela, nous avons dû comprendre la Terre ainsi que le reste du système solaire. Dans un certain sens, cette quête nous permet d'en apprendre davantage sur nous-mêmes, notre origine et l'existence éventuelle d'environnements semblables à celui de la Terre. Les recherches les plus récentes ont pu démarrer grâce à la technologie infrarouge. Le 14 décembre 2009, une fusée Delta II a délivré un objet en orbite à 480 km au-dessus de la Terre. On l'appelle WISE. C'est un télescope à très haute résolution qui prend les photos de l'univers les plus précises que l'on ait à ce jour. WISE est l'anagramme d'explorateur pour l'étude à grand champ dans l'infrarouge. C'est un petit télescope d'environ 40 cm de diamètre et surveille le ciel entier en utilisant 4 longueurs différentes d'infrarouge.
Il observe les plus proches voisins de la Terre, les astéroïdes, les comètes et les secteurs les plus éloignés de l'univers. Contrairement au télescope Hubble, qui prend généralement des photos sur une longueur d'onde perceptible aux ultraviolets, WISE sonde l'univers en utilisant la lumière infrarouge. Les êtres humains perçoivent les infrarouges sous forme de chaleur. Lorsque l'on sent le soleil sur notre peau, ce que l'on sent réellement, ce sont les rayons infrarouges qu'il émet. Je diffuse des infrarouges en étant simplement assise là. Et l'on peut les utiliser pour détecter des objets à température similaire comme les astéroïdes. On peut aussi utiliser les infrarouges pour détecter des galaxies lointaines dans tout l'univers. Beaucoup de ces galaxies ne peuvent être perçues à travers le spectre de lumière visible. Le télescope infrarouge WISE fonctionne comme des lunettes magiques. Les astronomes, grâce aux infrarouges, peuvent traverser les nuages de poussière et découvrir ainsi au cœur de ceux-ci des étoiles en formation. Mais pour découvrir ces sources de chaleur cachées, il faut avant tout un froid extrême. Pour que le télescope WISE à 4 millions de pixels puisse prendre des images à l'aide d'infrarouges, il faut qu'il soit plus froid que les objets qu'il recherche. Il faut donc s'assurer de ne pas être aveuglé par la chaleur de notre propre télescope. Sur WISE, on se sert d'un réservoir d'hydrogène solide qui gèle autour du zéro absolu. Il garde le télescope et les instruments au froid comme dans un congélateur. L'hydrogène congelé à bord de WISE va finalement passer à l'état gazeux. Lorsque l'on sera à court d'hydrogène glacé, le télescope et les instruments vont se réchauffer et on ne verra plus rien. Congelé à moins 266 degrés Celsius, l'hydrogène peut durer environ 10 mois. Cela permet de prendre environ 1,5 million de photos qui créeront une image composite géante du ciel. Un atlas cosmique qui pourrait nous révéler de nouveaux mondes, cibles de futures sondes spatiales, et peut-être des mondes peuplés de formes de vie étrangères. Mais pour trouver d'autres formes de vie à des années-lumière de la Terre, on a besoin d'un indice essentiel. Sur Terre, il couvre 71% de notre planète. C'est l'eau. L'une des raisons principales pour lesquelles nous cherchons à découvrir de l'eau liquide, c'est que nous aimerions savoir s'il existe des formes de vie ailleurs dans le système solaire. Sur Terre, la vie telle que nous la connaissons a besoin d'eau pour subsister et pour se former. On espère trouver la vie ailleurs et il s'agit de trouver d'abord un endroit où se cacherait de l'eau liquide. Nous n'avions jamais trouvé aucune preuve de l'existence d'eau ailleurs que sur Terre, jusqu'à l'arrivée d'une sonde spatiale destinée à explorer la planète Saturne en 1997. Cassini a parcouru 650 millions de kilomètres en 4 ans avant de démarrer une mission d'espionnage de plusieurs années. Lorsque la sonde Cassini est arrivée sur Saturne, elle ne s'est pas contentée d'étudier la planète et ses satellites, elle a ensuite changé d'orbite et pu ainsi observer ses anneaux. Un anneau en particulier a retenu l'attention des scientifiques de la mission Cassini. On savait que l'anneau E, le plus éloigné de Saturne, était constitué de particules de glace de la taille d'1 micron. Ces particules microniques ne tiennent pas longtemps dans l'espace. On savait qu'une source de matière dans le système de Saturne était à l'origine de l'anneau E. Il s'agissait d'Encelade. Lorsque Cassini s'est approchée d'Encelade, elle a été témoin d'un phénomène cosmique qui lui a permis de confirmer que l'eau était en effet l'un des ingrédients clés d'un autre monde. Le vaisseau Cassini a détecté de l'eau sous la surface d'Encelade, car des geysers s'élevaient des fissures de son sol craquelé. L'eau gèle en débouchant dans l'espace froid qui entoure cette lune. Le flux constant de particules d'eau glacée nourrit l'anneau E de Saturne. Cela nous rappelle que s'il y a de l'eau sur des planètes éloignées de notre système solaire, il pourrait aussi s'en trouver ailleurs dans l'univers. Mais la sonde Cassini n'avait pas terminé sa recherche de liquide.
Elle allait devoir utiliser ces instruments sensibles pour pénétrer d'autres atmosphères du système saturnien. Le vaisseau Cassini possède 12 instruments scientifiques. 4 d'entre eux sont ce que l'on appelle des instruments de télédétection optique. Ils voient sur la même longueur d'onde que les humains ou quasiment. Le vaisseau est équipé de filtres conçus pour voir à travers la brume et observer la surface en dessous. Cassini est conçu pour recueillir des renseignements à l'aide de différents instruments, un peu comme nous utilisons nos différents sens. Les capteurs directs ou éloignés de Cassini ont d'abord étudié Titan, la lune de Saturne, où certains pensaient trouver de l'eau liquide. Titan est plus grand que la planète Mercure. Il possède une atmosphère plus dense et plus large même que celle de la Terre. En 1980, lorsque la sonde spatiale Voyager est passée à côté de Titan pour aller vers l'extérieur du système solaire, on a vu sur les photos qu'elle a prises des traces d'un autre phénomène liquide. La sonde Voyager nous apprit que l'atmosphère était remplie d'hydrocarbures, de méthane, d'éthane, qui créent cette épaisse brume photochimique. Et elle ne pouvait voir à travers cette brume. Lorsque Cassini a commencé à étudier Titan 25 ans plus tard, elle a également lancé une sonde satellite d'observation appelée Huygens. La sonde a traversé l'épaisse atmosphère d'hydrocarbures et atterri à la surface de Titan. Et là, elle a découvert quelque chose de stupéfiant. Très tôt, Cassini et Huygens ont pu noter des indices de fluide à la surface de Titan. Et finalement, elles ont trouvé des hydrocarbures, des lacs d'hydrocarbures, dont certains plus importants que les grands lacs. Ce sont les premiers fluides en surface que l'on ait trouvés dans le système solaire en dehors de la Terre. Ces lacs connaissent des tempêtes classiques comme celle de la Terre. Mais sur Titan, elles ne sont pas constituées de gouttes d'eau, mais de méthane liquide, qui tombe lentement. Sur Terre, le méthane est la plupart du temps l'état gazeux. On parle de gaz naturel et il provient des organismes en décomposition. Il continue à se décomposer et forme ce gaz naturel que l'on peut utiliser comme carburant. Le méthane liquide de Titan pourrait abriter des formes de vie simples, un peu comme la vie unicellulaire présente dans les profondeurs des océans terrestres. Il y a beaucoup de conjectures autour de ce que l'on pourrait trouver là-bas. Les systèmes planétaires y sont actifs, intéressants et très variés. Et l'on sait que la vie peut prendre beaucoup de formes différentes. On pourrait trouver des formes de vie sur des planètes lointaines tournant autour d'autres étoiles. Mais le problème est de s'y rendre. Un nouvel engin à turboréacteur avec un système de propulsion similaire à la technologie des fours micro-ondes se prépare à partir pour l'espace lointain. Les sondes spatiales peuvent aller là où aucun humain n'a jamais pu se rendre. Mais depuis des décennies, les scientifiques luttent avec une dure réalité. Les sondes spatiales peuvent échouer. Pour une sonde qui atteint son but, c'est 50 ans d'échecs et de rêves brisés. L'histoire commence dans les années 60 avec les premières tentatives de la NASA pour atteindre les plus proches voisins de la Terre. Notre première sonde Ranger a été conçue pour s'écraser sur la Lune et en prendre des images. Les 6 premières missions ont complètement raté la Lune. Mais on a très vite appris. Quelques mois après les sondes Ranger, on a envoyé un vaisseau avec succès plus loin que Vénus. En 1962, la sonde américaine Mariner 2 est la première à voler au-delà de Vénus. Elle nous apprend alors que notre plus proche voisine n'a rien en commun avec la Terre. Avant, on pensait que Vénus était peut-être une jumelle de la Terre, couverte de jungles humides et chaudes. Mais la sonde spatiale nous a malheureusement appris qu'il n'en était rien. La sonde de la NASA prouve que Vénus est trop chaude et que la pression y est trop forte pour qu'il existe une forme de vie. En 1970, la première sonde à atterrir sur la planète n'est pas américaine, mais soviétique.
La sonde Venera avait une coque interne en titane qui était très dure. Elle pouvait supporter, au moins pendant un certain temps, la pression écrasante et la chaleur intense de la surface de Vénus. Les premières sondes de Vénus ont été détruites en une demi-heure seulement, voire moins d'1 heure. Elles n'ont pu relever des données que